Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Grand Défi, une émission de réflexion pour arriver à développer la République démocratique du Congo. Une émission où nous accueillons des politiques, des experts, des spécialistes en matière pour pouvoir évoquer les différents défis dans les différents secteurs de la vie nationale, proposer des pistes de solutions aux gouvernants et aux décideurs pour pouvoir faire avancer la République démocratique du Congo. Et ce matin, je reçois M. Alain Bolodjoa, qui n'est pas à sa première invitation dans cette émission. C'est pour la seconde fois que nous le recevons. M. Alain, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Première question, nous parlons avec vous, je rappelle le sujet, c'est faire de la RDC un pays émergent d'ici 2030, un sujet vaste qui a autant de défis à relever, autant de préalables comme le disent les spécialistes. Et avec vous, nous allons aborder ce sujet. Bien entendu, nous aurons à recevoir encore d'autres invités sur le même sujet, mais avec d'autres aspects. Nous vous recevons. Qu'appelle-t-on émergence d'un pays? C'est la première question. Merci pour ne pas s'éverser dans le mysticisme de mots. Je voudrais tout simplement donner un élément essentiel et puis partant de cet élément on saura comment définir l'émergence. Dans mon entendement, l'émergence n'est qu'une phase du développement, c'est-à-dire pour atteindre l'émergence, pour atteindre le développement, on doit passer impérativement par des phases. Et si nous prenons les pays qui sont classés parmi les pays émergents, eh bien on tient compte d'abord de l'état des infrastructures, on tient compte du revenu par habitant, on tient compte de certains éléments, notamment sur le plan mental, sur le plan culturel, parce qu'aujourd'hui, la définition du développement voudrait assez que l'on intègre plusieurs dimensions. Et lorsqu'on parle de l'émergence, on doit voir, si je prends l'aspect financier, on pense généralement à une consommation, c'est-à-dire la capacité de la population à consommer, et généralement on fixe à 20 ou 25 dollars selon les cas. C'est-à-dire un pays où on trouve la population qui a un revenu pour la consommation de 20 dollars par jour est classé parmi les pays émergents. C'est-à-dire si on essaye de faire des calculs, on estimera que celui qui a 650 dollars le mois est considéré comme un non pauvre et donc il est en voie de développement. Il peut atteindre l'émergence s'il y a d'autres éléments tels que la desserte en eau, en électricité, la sécurité, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, tous ces éléments, il peut avoir l'accès. Il n'est pas développé, mais il est en voie de développement. C'est ce qu'on pourrait appeler émergence. Alors, est-ce qu'il y a... quel est le niveau actuel de notre pays, la RDC, dans ce processus de l'émergence? Bon, si on prend, en prenant en compte nos indicateurs, nous sommes dans un état embryonnaire. C'est-à-dire nous n'avons pas encore atteint le niveau préalable pour atteindre l'émergence. Nous n'avons pas encore atteint le revenu intermédiaire, c'est-à-dire nous sommes encore en bas de l'échelle, mais c'est qu'il faudrait reconnaître que depuis quelques temps, je prends depuis 2001, il y a une série de réformes qui ont été initiées pour nous permettre d'atteindre cet état des choses. Et si nous prenons par rapport à ce qui est voulu par le gouvernant, on nous parle de l'émergence et on fixe une période. Et généralement, lorsqu'on parle de l'émergence en République démocratique du Congo, on voit 2030-2035. C'est-à-dire, nous avons commencé à jeter les bases pour atteindre l'émergence, mais non encore trop loin pour atteindre cet objectif voulu par tout le monde. Je retiens, vous avez dit, nous sommes encore à un niveau très bas, à un état embryonnaire, et il nous reste que 14 ans pour atteindre 2030 et alors on est en train de penser
que d'ici 2030, la RDC sera un pays émergent. C'est de la poudre aux yeux ou bien c'est de la réalité? C'est de l'ambition. Parce qu'il faudrait ambition, c'est-à-dire nous voulons, tout en prenant en compte les contraintes qui sont les nôtres, nous faisons une sorte de projection. Partant de l'évolution que nous enregistrons, si je peux rappeler, depuis 2002, en 2001, nous avons un taux de croissance négatif. Alors qu'en 2002, nous avons renoué avec la croissance. Aujourd'hui, nous avons atteint 7,5, 9,5% de taux de croissance. Ce qui voudrait dire qu'il y a une sorte de miracle économique que nous avons su capitaliser pendant cette décennie. Et il est aussi possible que nous arrivions à briser la chaîne des déséquilibres qui nous empêche d'atteindre cette émergence ou le niveau de revenus intermédiaires si nous arrivons à capitaliser ou sinon à exploiter toutes les ressources que nous détenons. Nous sommes différents de la Chine et des autres États tout simplement parce que nous avons un potentiel naturel qui peut nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre cet objectif, surtout sur le plan financier. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore senti ou ressenti l'imprégnation de cette vision au niveau de la base. C'est-à-dire, nous, de notre côté, nous sentons que la vision du gouvernement n'est pas encore intériorisée au niveau de la population. Parce que si vous vous rendez compte, tous les pays émergents aujourd'hui ne le sont pas seulement par la seule volonté des dirigeants, mais aussi l'imprégnation de la vision de la population. Voilà pourquoi nous estimons, pour que nous atteignions cette émergence, eh bien, on doit promouvoir les petites et moyennes entreprises. On doit arriver à promouvoir les micro-entreprises. On doit arriver à formaliser les nano-entreprises, c'est-à-dire des entreprises, des gens qui produisent, mais qui ne sont pas canalisés. Que nous passions de l'informel à une économie formelle. Comme ça, on saura mesurer la vraie réalité de notre PIB. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une économie qui est duale, où d'une part, il y a une économie formelle qui est formalisée et qui reprend pratiquement les éléments essentiels du produit intérieur brut, et d'autre part, nous avons une économie informelle qui a une incidence sur l'économie formelle, mais sans pour autant être enregistrée au niveau de l'État. Et si nous arrivons à formaliser, si nous arrivons à amener ou à fédérer toutes ces énergies qui sont dans l'informel vers le formel, et en mettant une bonne politique économique, eh bien, nous pouvons faire de ces miracles un vrai miracle qui aura une incidence sur notre objectif économique. Alors, vous les économistes, vous dites souvent, vous avez dit tout à l'heure que on est au niveau de 9,5 le chiffre de croissance. Oui, on avait atteint en 2015, en 2014, 9,5%. Et bien, souvent, vous critiquez vous-même ces chiffres, vous dites 9,5, mais il n'y a pas d'incidence au niveau de la population. Non, mais on doit faire la part de choses entre la croissance économique et le développement. C'est ça, en fait, il y a un débat parmi le doctrinaire, c'est-à-dire le doctrinaire de l'économie qui sont plus dans la conception ou l'approche macroéconomique, et nous autres le développement. On peut atteindre la croissance sans qu'il y ait le développement. Parce que lorsqu'on atteint la croissance, c'est-à-dire on voit l'augmentation de la production. Mais malheureusement, lorsqu'on parle du PIB, qui est l'indicateur par excellence pour mesurer ou jauger les niveaux d'activité de l'économie, on utilise le PIB. Et lorsqu'on utilise le PIB, on prend en compte tous les acteurs qui ont participé dans la production au niveau de l'État. Alors qu'il y a des expatriés qui, à la fin de leur production, transfèrent leurs dividendes ou la rentabilité pratiquement, ou tout ce qu'ils ont engrangé comme bénéfice auprès de leur banque. C'est-à-dire là où ils ont contracté ou là où ils ont pu avoir des crédits pour investir, le capital, le prix du capital. Alors, ce qui reste, c'est ce qui ressort de nos ménages, c'est-à-dire ce que nous consommons, et aussi ce qui est réservé aux dépenses publiques. C'est là maintenant qu'il y a le contraste. C'est-à-dire, il est vrai que le pays arrive à produire suffisamment, mais malheureusement, les détenteurs de capitaux sont en majeure partie des étrangers. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congolais ne ressent pas cette croissance. Mais cette croissance, elle est réelle. Elle est réelle, elle est mesurable. Et tout le monde sait aujourd'hui, sauf peut-être par mauvaise foi, tout le monde sait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une croissance. Mais nous n'avons pas encore atteint une croissance inclusive. C'est-à-dire une croissance qui impacte la majorité des Congolais. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faudrait faire, puisse vraiment impacter dans la population. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait cibler des secteurs à forte capacité génératrice d'emploi. Parce que lorsque vous prenez la structure de notre produit intérieur brut, c'est les secteurs qui est plus touchés et qui participent à une grande échelle, c'est pratiquement le secteur minier. Mais ce secteur minier n'est pas dominé par le Congolais, c'est plus les étrangers. Et au-delà de ça, le secteur minier n'a pas une forte capacité génératrice d'emploi. Ce qui fait que ceux qui participent dans la production sur le plan interne, ce sont des travailleurs, c'est la main-d'œuvre. Alors que le capital et le détenteur des capitaux sont des étrangers, et à la fin, ils vont transférer tout ce qu'ils ont amassé comme richesse dans leurs économies d'origine. Et ce qui reste, ce sont des miettes. Et ce qui ressort dans le budget, comme je l'ai dit, et aussi partant de principe de paiement, ou partant des salaires que les autres là vont recevoir, et bien le reste, c'est ce qui reste dans notre économie. Par contre, si on met l'accent sur le secteur de forte capacité génératrice d'emploi, comme nous l'avons dit l'autre fois, l'agriculture, et bien cela va impacter une composante non négligeable dans la structure du PIB, c'est-à-dire la consommation des ménages. C'est-à-dire on va comme ça impacter le revenu d'un grand nombre de gens, où on va créer les revenus pour un grand nombre de gens, et cela va se ressentir au niveau interne. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui mettre en doute l'existence d'une croissance, mais plutôt au niveau de la rétribution, ou au niveau de la répartition, ou de la redistribution de ces revenus qui posent problème. C'est-à-dire que toutes ces années, on peut comprendre que la politique du gouvernement était basée sur les mines. Pour Effectivement. Considérer la croissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour un peu basculer vers d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'industrie, comme vous l'avez dit? Parce que vous l'avez dit que les capitaux s'envolent juste après l'exploitation, les capitaux s'envolent vers les pays étrangers, ce qui pose problème à l'interne. Oui, moi personnellement, je dirais, bien que certaines personnes parleraient d'une sorte de nationalisation de l'économie, mais moi je suis d'avis que notre économie doit être assise sur notre capacité à produire, et que les autres, c'est-à-dire le reste du monde, ne viennent que pour suppléer. Comme nous avons un problème de capital, c'est-à-dire nous n'avons pas une épargne capable de nous soutenir en termes d'investissement, on peut faire recours à l'étranger dans un certain nombre de secteurs. Nous prenons par exemple les mines, mais en même temps, nous devions diversifier notre économie, c'est-à-dire avoir une capacité de production, d'exploiter nos ressources. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, et bien nous devons le mettre en valeur pour arriver non seulement à résoudre le problème de l'insécurité alimentaire, mais aussi à créer une source de revenus. Et partant de cette production, c'est-à-dire si nous arrivons à produire suffisamment, et bien nous pouvons envisager effectivement l'industrialisation. Parce que si on pense à l'industrialisation sans qu'il y ait matière première, eh bien nous risquons de faire du surplace. Ce qui est important, si nous devons cibler un secteur industriel, eh bien on doit trouver un secteur industriel de transformation des matières premières agricoles. Alors ça arrive comment? Ça arrive comment? Parce que nous voyons le gouvernement s'est lancé dans le projet agro-industriel. Nous voyons Bukangalonzo. Aujourd'hui, il y a les produits de Bukangalonzo, mais qui n'a pas impacté. Et on a promis, même dans les budgets 2016, on a promis d'autres types de Bukangalonzo dans d'autres provinces. Et comment faire que cela soit réel? Parce qu'à vous entendre, c'est encore des théories. Bon, en fait, le projet de Bukangalonzo, j'ai eu le temps de les critiquer. Moi, personnellement, j'estime que nous avons péché. Nous avons péché parce que nous avons fait de ces projets un projet éminemment politique. Et pourtant, ça devait être un projet économique. Et si nous voulons respecter la méthodologie, si nous voulons aller dans le sens de l'opérationnalisation de l'économie, eh bien, nous devons commencer d'abord à mettre en place un plan de développement. Partant de ces plans de développement, on va cibler les secteurs prioritaires. C'est-à-dire, on va faire une sorte de plan opérationnel, ou sinon, on va fixer le mode opératoire pour arriver à atteindre l'émergence. Parce que l'émergence n'est pas un fait synchrone, où on dirait que non, après 50 ans, on doit atteindre l'émergence. Non, ça ne se décrète pas non plus. Ce sont des objectifs internes que nous devons préparer et faire une sorte de diagnostic, et puis déceler le point fort et le point faible de l'économie congolaise,
et en mettant en place un plan opérationnel qui correspond effectivement à l'objectif voulu. Et comme nous visons l'émergence en 2030, et donc on doit éviter les tâtonnements. On doit éviter l'improvisation. On doit éviter le matu vu. On doit éviter l'incertitude. On doit réduire l'improvisation pour amener à une politique planifiée. Et dans la politique de planification, ce qui est important, il y a une sorte d'agencement des idées, une sorte d'agencement des actions, où on essaye de voir, on doit commencer par tel secteur, et après tel secteur, on doit intégrer tel élément pour atteindre tel autre objectif. Moi, j'encourage l'idée de mettre en place un plan de développement. Et dans ces plans de développement, il y aura de programmes sectoriels qui vont se greffer, n'est-ce pas, dans ces plans de développement, et avec un chronogramme. Et dans ces chronogrammes, on doit fixer le court, le moyen et le long terme. Et dans le court terme, qu'est-ce qui est voulu par la population? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous atteignions cette émergence? Eh bien, on doit mettre tous les Congolais en position d'opérer leur croissance économique. En quoi faisant? En créant des emplois. Ce n'est pas l'État qui doit créer des emplois, mais l'État doit inciter les gens à créer des emplois. C'est-à-dire, on doit encourager l'initiative privée. On doit promouvoir les PME. On doit promouvoir les micro-entreprises. On doit promouvoir les nano-entreprises. Des gens qui sont déjà dans l'activité, qui manquent des capitaux, qui n'ont pas assez d'informations par rapport à leur secteur. Les organiser en coopérative, leur doter ou leur donner de moyens nécessaires pour qu'ils arrivent à accroître leur capacité de production, c'est-à-dire leur capacité capitalistique, et par voie d'effet, ils auront à engager des gens. Et comme ça, on va sentir un nombre important de Congolais qui vont participer dans la production, et par conséquent, on va réduire la pauvreté. Lorsqu'on réduit la pauvreté, on donne un pouvoir d'achat à la population, on donne une source de revenus à la population, et la population va accroître sa consommation. Et comme le producteur sera incité à accroître également leur production, c'est là qu'on va ressentir une croissance économique qui vient de la base, et non une croissance économique qui vient du sommet et qui n'est pas maîtrisée par la base. C'est-à-dire on doit ramener la pyramide dans son sens originel, où le sommet doit être au sommet et la base doit être à la base. C'est-à-dire le développement doit commencer à partir d'en bas, et non au niveau du sommet. Parce que lorsqu'on parle de l'investissement extérieur, eh bien, ce sont des investissements qui sont négociés entre l'État et les expatriés. Et pourtant, entre l'État et les expatriés, il y a des normes qui n'impactent, qui empêchent, qui sont des choix pratiquement contradictoires, qui ne touchent pas le vécu quotidien de la population. Mais pourtant, si nous commençons par la base, l'État va sentir que son assiette fiscale va augmenter, va changer de taille, où on va avoir un grand nombre de gens qui participent dans le PIB. Et lorsqu'on va faire la sommation de produits intérieurs bruts individuels, leur sommation va donner le produit intérieur brut national, et ça va nous permettre d'atteindre 100, 200 ou 300 milliards de dollars. J'ai lu un auteur qui parlait justement sur l'émergence, et pour lui, il pense qu'il y a des préalables. Et parmi les préalables, il pense qu'il faut une vision harmonieuse de l'émergence sur l'ensemble du pays. Vous pensez que, comme nous prétendons déjà qu'en 2030, nous allons atteindre l'émergence, vous pensez que la vision que toi tu as est une vision commune, ou la vision du gouvernement dans ce sens est une vision qui est partagée par l'ensemble de la population? Bon, en fait, il y a un problème en termes de concept. Lorsqu'on parle des préalables et des défis, moi personnellement j'estime, lorsqu'on parle du préalable, c'est-à-dire la conditionnalité première pour envisager l'émergence. Et pourtant, nous avons déjà envisagé l'émergence. C'est-à-dire, la vision de l'émergence ne peut plus être un préalable. C'est plutôt un défi. C'est-à-dire, on doit formaliser la vision. Parce que cette vision existe déjà. Ça ne peut pas être considéré comme un préalable. Étant donné qu'il y a une volonté manifeste, non seulement au niveau du chef de l'État, mais au niveau du gouvernement, qui nous ont dit que d'ici 2030, nous devons atteindre l'émergence. C'est déjà une vision qui existe. Mais maintenant, on doit arriver à formaliser. On doit arriver à planifier cette émergence. Donc, moi, j'estime de mon point de vue, modestement, qu'on ne peut pas parler de cette vision comme préalable, d'autant plus qu'elle existe déjà. Et maintenant, dans la méthodologie, dans la manière d'atteindre cet objectif, nous avons dit que nous devons passer impérativement par la conception de cette vision par tous les Congolais. C'est-à-dire, on doit partager cette vision. Ça doit être intériorisé par tous les Congolais, parce que l'économie
voudrait qu'il y ait un grand nombre de gens qui y participent pour que nous arrivions à atteindre l'émergence. Si on doit adopter une démarche d'un État-providence où l'État doit résoudre tous les problèmes et laisser la population la simple latitude de bénéficier de ces dividendes, eh bien moi je ne suis pas de cet avis. Voilà pourquoi je suis libéral. Je ne suis pas dans le socialisme où on voudrait que l'État puisse être revêtu de cet habit-là, d'État-providence qui arrive à résoudre le problème du Congolais. Non. Qu'on mette le Congolais en position d'opérer leur croissance. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, le fait que le chef de l'État s'est prononcé, c'est-à-dire c'est une volonté manifeste de toute la République, et maintenant ce qui nous reste à faire, c'est de déceler le point fort et les points faibles. C'est-à-dire répertorier les contraintes, le classer selon leur ordre d'importance et d'exigibilité, et ainsi produire un document essentiel pour nous permettre de séquentialiser tout ce que nous aurons à mettre comme action. Aujourd'hui, si vous prenez le Congolais, la majeure partie des Congolais sont en activité. Mais malheureusement, pour la plupart des cas, sont dans l'activité, dans le secteur informel. Si nous pouvons formaliser, si nous pouvons fiscaliser ces secteurs, on va sentir que notre budget va augmenter. Et lorsque notre budget va augmenter, eh bien, il y aura la possibilité pour le gouvernement d'investir dans des grands travaux. Là, on va résoudre le problème des infrastructures, surtout en termes d'infrastructures routières, pour permettre à ce que ceux qui produisent à l'intérieur puissent amener leur production au niveau des centres de consommation. C'est-à-dire que ça serait une sorte d'incitatif. Ça va nous aider à investir dans l'enseignement. Et lorsqu'on investit dans l'enseignement, eh bien, on va avoir le moyen nécessaire pour former le Congolais selon le profil de la vision de l'émergence. C'est-à-dire qu'on doit éviter de faire des tâtonnements où on doit former plus des juristes, où on doit former plus des relationnistes, alors que le Congo aujourd'hui veut atteindre l'émergence partant de l'agriculture. Alors vous pensez qu'il soit facile de mobiliser l'ensemble de la population autour de ça? Oui, il est facile, il n'est pas impossible, ouais. Il n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Parce que lorsqu'on parle de l'émergence, c'est-à-dire une phase de développement, dans le développement, dans sa définition, on parle d'une transformation des structures. Et parmi ces structures, il y a la structure mentale. Et dans la structure mentale, on voit la formation et l'information. On doit normaliser ou carrément adapter toute la formation par rapport à cette vision d'émergence. Lorsqu'on arrive au niveau de l'école secondaire, on a besoin d'avoir des gens qui doivent maîtriser la vision de l'émergence. C'est-à-dire on doit former des gens par rapport à cette vision. Et non être dans un processus d'enseignement-apprentissage qui se base que sur la dimension cognitive, où on donne des informations. Non, on doit arriver à adopter une approche pédagogique didactique des résultats, où on doit adapter la formation par rapport à notre vision. On doit arriver à former des gens par rapport à ce que nous voulons, par rapport à notre plan, c'est-à-dire à court terme, c'est-à-dire si nous prenons 1 année ou 2 ans, nous voulons avoir telle quantité en termes de production. Eh bien, ceux qui sont déjà en formation doivent avoir ces éléments-là, c'est-à-dire d'être en mesure de maîtriser le court terme. Comment le faire? Parce que quand vous vous inscrivez à l'école, vous y allez de votre gré. Si nous prenons le cas de notre pays, on ne fait même pas le suivi derrière pour dire un jour on entre, on dit toi, vous êtes sélectionné pour tel objectif. Jamais. Non, mais c'est ça le mal. Comme la Chine envoyait des gens à l'étranger pour apprendre la technologie. Effectivement. Alors, chez nous, ça ne se passe où? Non, mais ça doit se passer. Parce que lorsqu'on veut atteindre la vision de l'émergence, eh bien, on doit adapter le système d'enseignement par rapport à cette vision. Il y a des incitatifs, il y a des éléments qui peuvent attirer les gens pour aller dans les secteurs voulus par l'État. Si nous prenons en termes de l'agriculture, nous autres Congolais, c'est-à-dire généralement le Quinois, qui aiment être dans des bureaux et autres, tout simplement parce que c'est ça la vision que nous avons eu à transférer ou à transmettre à ces jeunes. Mais aussi aujourd'hui on s'est dit, tout celui qui a atteint tel âge, ou carrément celui qui vient de terminer son cycle primaire et secondaire, humanitaire, peut intégrer l'université dans le secteur voulu par l'État, par exemple la recherche, par exemple l'agriculture, par exemple le médecine vétérinaire ou autre, ne paieront que la moitié. Et comme ça, les parents qui sont déjà butés au problème des revenus vont trouver dans cette approche, dans cette démarche, une démarche incitative qui vont amener leurs enfants dans ces secteurs. Si par exemple en économie on va payer $350,
on dit à celui qui va faire la filière agriculture et médecine vétérinaire, va payer $100, et bien vous allez voir la plupart de ces facultés vont avoir de plus de monde que dans l'économie et autres. Parce qu'en économie et dans d'autres secteurs, c'est plus j'ai voulu et j'ai ainsi l'honneur. Mais là, on vous forme pour créer. Et maintenant, à la fin, au lieu de présenter des TFC ou de mémoire du genre un produit qui existe déjà, une entreprise qui existe déjà, et bien vous venez avec un projet bancable. Et à la fin, l'État maintenant doit financer ce projet. Si vous arrivez à amener un projet de 5 000 à 10 000 $, et à la fin, devant un représentant du ministre du Budget, devant un représentant du ministre des Finances, de l'Agriculture, de l'Industrie, vous arrivez à convaincre, et bien on vous liste parmi les gens qui doivent bénéficier du budget de l'État, le financement. Et maintenant, là, vous créez, parce que vous êtes universitaire, vous êtes dans un cadre de conception. Vous allez créer l'entreprise agricole. Dans cette entreprise agricole, vous aurez engagé des cadres de collaboration. Vous aurez engagé les exécutants. C'est-à-dire, vous créez pour vous-même l'emploi, vous créez pour l'emploi pour les autres, et comme ça, on résout le problème. Là, lorsque vous allez produire, l'impact de votre action va se ressentir naturellement auprès de votre base, c'est-à-dire des gens qui sont aux alentours de votre activité. Vous avez produit par exemple le maïs. En même temps, il y a un ingénieur qui est formé à l'ISTA pour transformer les maïs. En même temps, il y a quelqu'un qui est formé soit à l'ISTA pour créer le source d'énergie. Là, ça crée maintenant un cercle vertueux de la croissance. Là, nous arrivons à capitaliser tous les secteurs de la formation par rapport à l'objectif de l'émergence. Mais si nous allons dans le tâtonnement, où on commence à produire et à la fin, on n'a pas la possibilité de vendre, il n'y a pas la possibilité de transformer, et bien nous risquons de faire du surplace. Dans l'émergence comme dans le développement, l'exigence c'est la planification. On ne doit pas faire des choses par tâtonnement au risque de faire des choix contradictoires. Et là, vous rejoignez l'auteur qui pense que pour arriver à ce que vous dites, il faut des adaptations sociétales et institutionnelles. Effectivement. Pour réadapter. Effectivement, on doit réadapter. Et qui doit le faire? C'est la volonté de l'État qui est ressentie ici. Si nous parlons de l'émergence, c'est la volonté de l'État. Il y a des options qui ont été élevées. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore atteint l'imprégnation voulue. Si on parle de la décentralisation voudrait qu'il y ait une sorte de fractionnement du pouvoir. C'est-à-dire que d'autres impulsions, les impulsions doivent venir d'en bas. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a donné une autre connotation à la décentralisation. On n'a pas encore atteint la statue parfaite de la décentralisation telle que voulue par le Constituant. Nous avons enclenché des réformes, mais malheureusement, ces réformes se limitent à un certain niveau, tout simplement parce que la politique voudrait faire de ces réformes des politiques politiques, alors qu'elles sont des politiques structurelles, des politiques structurantes. Mais malheureusement, on n'a pas encore atteint. Si au niveau de la base, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons 145 territoires. Si chaque année, l'État pouvait prévoir 10 millions de dollars par territoire pour financer les projets des individus, eh bien, on va ressentir l'impact rapidement que ce qui est fait. Avec 10 millions de dollars par territoire, on peut financer un grand nombre de projets individuels et aussi pour investir dans les infrastructures. Chaque année, vous avez 10 millions de dollars. Je prends le cas du territoire de Kassangoul. Si chaque mois, le chef de territoire de Kassangoul peut avoir 10 millions de la part de l'État, l'année prochaine, 10 millions. Il peut faire 2 km de route si on prend en 2 millions de dollars. Il peut investir, il peut financer 100 ou 1000 projets. 1000 projets de 5 000 dollars ou 10 000 dollars. Projets locaux. Locaux, c'est-à-dire des individus. Il peut financer le projet d'investissement en termes d'écoles, en termes d'hôpitaux avec les 10 millions. C'est-à-dire qu'on doit changer notre manière de voir l'État. On ne doit pas faire des choses de manière formelle ou de manière classique dès lors que nous avons une autre réalité. Nous n'avons pas évolué comme les anciennes économies, où le besoin naissait en rapport avec la révolution technologique. Nous avons déjà un besoin qui existe. Et nos besoins sont influencés par la technologie, l'évolution technologique de l'extérieur. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons besoin de WhatsApp, nous avons besoin de Facebook, et pourtant, notre économie, déjà partant de nos indicateurs, ne nous permettent pas d'avoir ces luxes. Mais comme la population devient de plus en plus exigeante, on doit adapter notre politique par rapport à nos réalités. On ne va pas rester plus dans le formalisme. On doit être pragmatique et adapter nos réalités. Vous ne craignez pas que si on envoie 10 millions à un administrateur du territoire, il y a beaucoup de risques qu'il se volatilise, comme on l'entend souvent à gauche à droite. Parmi les exigences de la décentralisation, il y a le contrôle. Lorsqu'on décentralise, on renforce le contrôle.
Ce qui suffit, c'est tout simplement mettre tout le Congolais en position d'apporter leur pierre. Si on doit se méfier de tout le monde, qui doit faire l'économie? Qui doit amener... Ou l'opération retour. Non, mais... On envoie 10 millions, mais c'est 7 millions qui restent à Kinshasa. Il faudrait renforcer... Il faudrait renforcer 3 millions... Non, il faudrait renforcer le contrôle. Parce que nous l'avons vu avec les tracteurs. Il faudrait renforcer... Non, mais le chef de l'État a distribué les tracteurs dans chaque territoire et les territoires ont chômé. Non, mais c'était ça le besoin. C'était ça l'urgence. C'était pas ça l'urgence. Parce que les techniciens en la matière devaient savoir que lorsqu'on voudrait lancer un programme, surtout dans les secteurs sensibles tels que l'agriculture, on doit faire les diagnostics. On doit connaître le vrai problème. Est-ce que l'économie, l'agriculture avait besoin que des tracteurs? Et quelle est la productivité ou le résultat? Alors, vous parlez beaucoup plus, vous avez beaucoup plus évoqué un problème d'un plan de développement. Et je crois dernièrement, vous avez suivi le directeur de cabinet, le chef de l'État qui a publié un plan. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Malheureusement, non. Et c'est un plan pour l'ensemble du pays ou un plan de l'institution président ou bien c'est... Au fait, nous avons juste suivi l'essentiel, c'est-à-dire dans sa communication, il nous a parlé d'un plan de développement. Mais ces plans de développement n'est pas connu. C'est-à-dire, nous n'avons pas eu l'opportunité de le pénétrer, de voir ses points forts et ses points faibles. Et maintenant,